Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouveau podcast spécial de Noël de la Fédération France Victimes, réalisé en partenariat avec la Royal Canin Foundation. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de Noël pas comme les autres. On n'est pas au fin fond du Minnesota à suivre les aventures de Jessica, mais en France, à découvrir les premiers pas de Oompa, un labrador né dans un élevage dans l'Aude, avec des capacités uniques. Il est calme, adore se faire caresser et va naturellement vers les humains. Repéré par l'association Andy Chien, il va alors suivre une éducation et une formation dédiées afin qu'il puisse devenir un chien d'assistance judiciaire, ou plus communément l'acronyme CAJ. Retenez bien parce qu'il va souvent être évoqué. Oompa atterrit tout d'abord pendant 16 mois dans une famille d'accueil qui lui apprend les bases de l'éducation canine, avant d'intégrer un centre d'éducation Andy Chien où des éducatrices vont parfaire son éducation et le former pour intervenir dans une structure d'aide aux victimes. À ses 2 ans, Oompa est remis à une association d'aide aux victimes, et plus particulièrement à ses nouveaux référents spécifiquement formés. Plusieurs demi-journées par semaine, Oompa va maintenant pouvoir accompagner des personnes victimes d'actes de violence dans le cadre d'infractions pénales, qu'elles soient adultes, jeunes ou enfants. Il les accompagne dès les premiers entretiens jusqu'aux auditions, voire jusqu'aux décisions de justice et au procès, et peut-être même dans le cadre d'un soutien individuel à plus long terme ou d'un soutien collectif. Oompa vient vraiment en complémentarité de l'accompagnement pluridisciplinaire des professionnels de l'aide aux victimes. Une des invitées aujourd'hui nous parlera particulièrement de ce sujet-là. Oompa fait partie des 35 cages présents sur le territoire français. Le premier, appelé LOL, formé par Andy Chien, est arrivé en France en 2019, sous l'impulsion du procureur de la République du tribunal de Cahors, Frédéric Almendros, et de la fondation Adrienne et Pierre Sommer, pionnière pour la médiation animale. C'est une initiative qui a été inspirée des dispositifs déjà bien implantés en Amérique du Nord. Je suis Camille Claus-Pugeot, chef de projet à France Victimes, et je vais animer ce podcast dédié aux chiens d'assistance judiciaire et aux actrices de ce dispositif. Vous, auditrices, êtes là pour en apprendre un peu plus sur ces chiens particuliers, et peut-être les découvrez-vous tout juste. À cette fin, nous découperons ce podcast en 2 parties. La première permettra de présenter cet accompagnement spécifique et ses bénéfices, et la seconde, d'ouvrir la réflexion sur sa pérennité, sur les difficultés rencontrées et les enjeux éthiques qui se posent. Je vais tout d'abord m'adresser à Camille Cagnot. Camille, vous êtes doctorante en éthologie entre l'Université de Caen-Normandie et la région de gendarmerie de Normandie. Vous débutez votre seconde année de thèse portant sur le dispositif des chiens d'assistance judiciaire et son effet sur les mineurs, les gendarmes et le chien lors des auditions. Bonjour Camille. Bonjour. Afin de mieux saisir ce qu'est un chien d'assistance judiciaire ou un CAJ, pourriez-vous nous éclairer sur ce qui distingue un CAJ d'un chien d'assistance classique ou d'un chien de médiation et peut-être revenir sur les caractéristiques comportementales spécifiques au CAJ? Alors généralement, on va avoir donc plusieurs catégories de chiens. On va d'abord avoir les chiens de famille ou chiens de compagnie. Donc eux, ce sont les chiens qui vivent chez nous à la maison. Ensuite, on va avoir les chiens de médiation. Donc eux, ce sont par exemple des chiens de compagnie ou si nous, on est professionnel, par exemple psychologue, on adopte un chien ou on achète un chien, on trouve que ce chien est plutôt calme, etc. Et on aimerait beaucoup travailler avec notre chien toute la journée. Donc on peut le former, l'habituer à venir avec nous pendant les rendez-vous et à la suite, il va un peu devenir un chien dit de médiation parce qu'il va intervenir dans le but d'apporter des bénéfices entre guillemets thérapeutiques en fonction de notre métier pour les bénéficiaires, donc par exemple en consultation de psychologie pour les personnes qui vont venir consulter leur psychologue. Donc ce sont des chiens qui ont une formation plutôt générale, donc par exemple ils peuvent suivre des cours d'éducation, etc. Mais ils ne sont pas certifiés par un organisme national, par exemple. Et sinon, Canidea, qui est un grand organisme en France, peut apporter aussi des sortes de certifications pour faire valider un peu la bonne éducation de notre chien sans que ça en devienne un chien d'assistance. La différence principale entre un chien de médiation et un chien d'assistance, ça va être la formation délivrée par un centre agréé. Donc, par exemple, les chiens d'assistance peuvent être formés par l'association Andy Chien. Et donc, eux, ce sont des chiens qui vont suivre 2 ans de formation avec un parcours en famille d'accueil, puis en centre d'éducation avant d'être délivré par un bénéficiaire, là où le chien de médiation va toujours vivre avec sa famille. Un chien d'assistance, son rôle, c'est vraiment d'assister un bénéficiaire qui, par exemple, a un trouble moteur
ou peut présenter un handicap ou par exemple un trouble du spectre autistique, etc. Ça a vraiment une fonction, ces chiens-là ont vraiment une fonction d'assistance à la personne, alors que les chiens de médiation sont plutôt dans tout ce qui va concerner le relationnel, apaiser les personnes, par exemple. Et donc, les chiens d'assistance judiciaire, c'est une catégorie de chiens d'assistance dont eux, leur mission va être d'accompagner les bénéficiaires durant la procédure judiciaire sur différents milieux, différents sites et en fonction des étapes de la procédure. Donc, ils peuvent intervenir dès le dépôt de plainte ou bien pendant l'audition, par exemple, des mineurs, jusqu'au procès en assises, etc. Afin de rebondir sur les propos et le cadre présentés par Camille Cagnot, je vous propose d'écouter maintenant Madame la procureure de la République de Nîmes, Cécile Jansac, qui va nous parler des bénéfices de Rancho, qui est un chien d'assistance judiciaire qui intervient sur le tribunal de Nîmes depuis 2022. On les a constatés à 2 niveaux. Le premier niveau, ça a d'abord et surtout été au moment des enquêtes, lorsque les policiers et les gendarmes ont eu à entendre des mineurs victimes, notamment dans le cadre des auditions Mélanie, qui sont des auditions très structurées, qui ont pour objectif d'approcher au plus juste la vérité à travers le propos d'un mineur, mais aussi d'éviter de lui faire répéter 50 fois la même chose, ce qui constitue autant de traumatismes les uns sur les autres. Donc assez rapidement, il y a eu beaucoup de promotions pour que Rancho soit sollicité et que je puisse le requérir pour qu'il aille assister aux auditions de ses enfants mineurs. Et c'est vrai que les gendarmes et les policiers se sont très bien emparés du dispositif. Assez rapidement, on a eu des retours sur des auditions qui étaient très prolifiques, avec des mineurs qui parfois n'auraient certainement pas parlé, seraient restés prostrés, et qui en fin de compte, avec une attention reportée sur l'animal, mais qui n'est pas une chose, qui est un être vivant, ont réussi à libérer leurs propos d'émotions trop fortes qui les empêchaient de parler. Ça a été assez performant dès le début, avec un chien dont on a quand même noté la montée en puissance de sa qualité d'intervention au fil des différentes interventions. Le second endroit, évidemment, c'est le tribunal, puisqu'on a vu Rancho arriver pour soutenir les mêmes victimes, finalement, dans des audiences pénales où leur auteur était jugé. Et donc là, un chien qui était une vraie éponge à émotions également, mais qui permettait à ces victimes, pour certaines même, d'entrer simplement dans la salle, pour d'autres de prendre la parole. Et on l'a vu arriver aussi dans les cabinets, notamment des juges des enfants. Il y a quand même eu des vraies questions qui se sont posées sur comment considérer le positionnement de ce chien. Est-ce que c'est un chien pour les victimes ? Est-ce que c'est un chien pour la justice ? Est-ce que ça préjuge du fait qu'on est victime quand on vient avec le chien ? Et si ça préjuge que je suis victime, alors ça préjuge que mon agresseur est un auteur ? Est-ce qu'il y a atteinte à la présomption d'innocence ? Ce sont des vrais sujets qui se sont posés jusqu'au niveau des cours d'assises, avec des magistrats qui, pour certains, ont dit « moi, je n'accepterai pas le chien dans mon procès ». Et c'est respectable aussi. Ça pose la vraie question du positionnement de ce chien, qui s'en occupe, de qui il relève et pour qui il agit. Mais je crois qu'on a un chantier qui est malheureusement pas tout à fait abouti, et heureusement qu'il y a quand même pris nationalement, parce que s'il n'y avait pas d'état d'association ou d'autres structures pour avoir créé ce dispositif, on n'en aurait pas. C'était la procureure du tribunal de Nîmes et je me tourne maintenant vers Stéphanie Dubois, justement directrice d'une association d'aide aux victimes qui porte ce dispositif, France Victimes 28, l'association d'Eure-et-Loire. Vous êtes juriste de formation et directrice depuis 2021, mais pas seulement. Vous êtes également référente d'un nouveau collègue très avenant, un Golden Retriever du nom de Teams, un cage maintenant bien intégré dans l'équipe. Bonjour Stéphanie. Bonjour Camille. Stéphanie Dubois, pourquoi avoir voulu accueillir un cage et en quoi, avec du recul, parce que ça fait maintenant 1 an que Teams est dans votre équipe, comment Teams transforme-t-il votre pratique et l'accompagnement des personnes victimes ? Alors moi, au départ, j'étais vraiment convaincue des bienfaits de l'animal dans notre métier d'accompagnement des victimes. On a quand même recherché l'adhésion de tous les partenaires qui allaient graviter autour du projet dès le départ, nos administrateurs en premier, puis l'équipe salariée également. Ensuite, on a signé une convention avec la juridiction et la cour d'appel pour organiser le cadre d'intervention de notre chien d'assistance judiciaire, ce qui nous permet de prioriser
les victimes mineures, par exemple, prioriser aussi les actes de procédure s'il arrive que Teams soit demandé sur un même créneau pour plusieurs activités différentes. Cette convention et le cadre d'intervention nous permet quand même d'asseoir notre légitimité et notre crédibilité par rapport à ce dispositif très innovateur et singulier. Sur le travail au quotidien, il ne faut pas se cacher, c'est une vraie charge de travail supplémentaire, tant par rapport au financement du dispositif que l'organisation de l'agenda du chien, qui nous est demandé aussi d'équilibrer entre les temps de repos, les temps de détente et les temps de travail. Et on a également des rapports d'activité qui nous sont demandés par la juridiction sur l'activité du chien. Et du coup, comment se passe le quotidien de Teams? Est-ce que vous avez un exemple à nous donner et comment justement il apporte en plus en tant qu'un dispositif supplémentaire à ce que vous proposez en association? Alors, comme c'est un chien qui est formé à aider à gérer les émotions, sa présence soutenante et rassurante va diminuer la tension artérielle, le stress de la personne qui va bénéficier de son accompagnement. Il maîtrise une 50aine de commandes qui lui permettent d'avoir une approche douce à l'égard de la victime. Et donc l'interaction avec le chien va être sécurisante, rassurante, apaisante pour la victime. L'idée, c'est de faciliter la libération de la parole dans des moments clés de la procédure pénale. Et la sérénité que va dégager le chien dénote complètement avec le cadre anxiogène et grave d'une audition par des gendarmes ou d'un procès devant une cour criminelle ou une cour d'assises. J'aime à dire aussi qu'il remet de l'humain dans le système judiciaire qui est très opaque, très rigide. Les procédures sont longues, parfois difficiles à vivre pour les victimes qui vont être amenées à se confronter à leur agresseur ou à reparler de leur vécu. Et le chien va vraiment être là pour les apaiser. Autour de la table, nous avons également Anne-Sophie Thomas, manager de la Royal Canin Foundation, un des partenaires de France Victimes et des associations de son réseau, qui participe au financement de ce dispositif en France et soutient activement son déploiement sur tout le territoire. Créée en 2020, la Fondation soutient des projets de médiation animale en France et à l'international. Merci d'être là. Bienvenue Anne-Sophie. Bonjour Camille. Anne-Sophie Thomas, pourquoi la Fondation Royal Canin a-t-elle souhaité soutenir les chiens d'assistance judiciaire? Et en quoi cela s'inscrit dans son programme? Alors d'abord, laissez-moi revenir sur qui est Royal Canin. Royal Canin, c'est une entreprise qui est née en 1968 dans le Gard. Et aujourd'hui, c'est l'un des leaders mondiaux de la nutrition des chats et des chiens. C'est une marque qui a vocation à transformer la santé des chats et des chiens par une nutrition santé qui est très précise. La raison d'être de Royal Canin, en fait, c'est construire un monde meilleur pour les chiens et les chats. Et pourquoi on le fait? C'est parce qu'ils rendent notre monde meilleur. Donc on a cette conviction absolue que la présence des chiens et des chats améliore le bien-être. C'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui. On parle beaucoup de la santé mentale. Eh bien, il est démontré scientifiquement que lorsque l'on a un chien ou un chat, on est en meilleure santé. Lorsqu'on prend par exemple une personne âgée qui a un chien, elle va sortir davantage. Quel que soit le temps, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, elle sort pour le chien. Donc c'est plus d'activité physique, ce sont plus de pas et c'est aussi plus d'occasions de rencontrer des personnes dans son immeuble ou à l'extérieur parce qu'en plus c'est avéré qu'avoir un chien, ça favorise le contact, ça crée une relation naturelle, spontanée. Et donc pour ces personnes, en fait, il y a un impact sur la santé physique, il y a un impact sur la santé émotionnelle par la présence de ce compagnon au quotidien et un impact sur la santé sociale par ce relationnel qui augmente grâce à la présence du chien. Donc la Fondation Royal Canin a été créée, comme vous l'avez dit, en 2020 et je la représente aujourd'hui vraiment avec fierté. C'est un organisme à but non lucratif dont la vocation c'est de promouvoir les bénéfices des chiens et des chats sur la santé humaine. Alors comment on le fait? On le fait en soutenant financièrement des projets en France mais aussi à l'international où ils soutiennent des personnes qui sont dans une situation particulière. Une maladie, une hospitalisation, un handicap, ou même en situation de danger immédiat lors de catastrophes. Et nous finançons aussi des projets de recherche sur la détection des maladies par les chiens. Donc finalement, notre idée, c'est vraiment de valoriser leur contribution dans la société, au-delà de leurs bénéfices, en tant que compagnons du quotidien. Et on le fait aussi en s'appuyant sur leurs capacités naturelles qui sont développées alors par des formations spécifiques,
Par exemple, les labradors ont un naturel qui est empathique envers l'humain. Ils aiment le contact, ils vont naturellement au contact des humains. Et c'est pour ça que c'est une race qui est particulièrement adaptée à faire d'excellents chiens d'assistance. Alors dans la fondation, on a un mode de fonctionnement qui est spécifique, puisque les projets sont proposés et choisis par les collaborateurs de Royal Canin dans le monde entier. Et alors ce projet, il a été proposé dans le cadre du cycle 2022 par des collaborateurs de Royal Canin en France, et il comportait notamment le soutien aux futurs chiens d'assistance judiciaire qui arriveraient au tribunal de Nîmes. Cette proximité avec notre siège français et mondial, puisqu'on reste basé dans le Gard depuis sa création, donc depuis plus de 55 ans, le siège mondial est dans le Gard à Émargues, entre Montpellier et Nîmes. Et donc voilà, cette proximité a été essentielle pour les collaborateurs. Il y a 1200 personnes qui travaillent sur le site. Et le fait que le chien arrive au tribunal de Nîmes, ça a tout de suite créé une proximité. Et ça a naturellement retenu l'attention des collaborateurs. Et donc c'est un des projets qui a retenu le plus de suffrages cette année-là, et qui nous permet, depuis 3 ans, de soutenir vraiment fièrement, avec beaucoup de fierté en tout cas, le déploiement des cages en France. Oui, Anne-Sophie Thomas, vous avez déjà eu l'occasion d'aller sur le terrain pour observer justement ce binôme référente et chien d'assistance judiciaire et voir comment il s'intégrait justement dans la procédure judiciaire ? Alors nous sommes assez proches du chien d'assistance judiciaire du tribunal de Nîmes, donc Rancho, qui est hébergé par les pompiers du SDIS 30 et qui vient assez régulièrement, on va dire, nous rendre visite pour nous partager les histoires en fait très touchantes qui peuvent se passer au quotidien dans cet accompagnement, et où ce chien, on a pu voir son évolution aussi au fur et à mesure depuis son arrivée en 2022. C'est un chien qui a petit à petit pris de l'autonomie, pris l'assurance, et ses référents pompiers nous le disent. Au début, ils étaient vraiment très proches du chien. Aujourd'hui, le chien se déplace seul, il gère ses interventions seul, et il va pouvoir accompagner au moment où il le sent, parce qu'il y a aussi ses sens qui se développent en fait par rapport aux émotions qu'il perçoit chez les personnes, pour se rapprocher au moment essentiel. Et effectivement, cette année aussi, vraiment, moi, à titre personnel, j'ai eu l'opportunité d'être présente lors des premiers jours du procès Le Squarnec, donc à Vannes, où un dispositif spécifique avait été mis en place grâce aux équipes France Victimes pour proposer un accompagnement de cage pendant une grande partie du procès. Et pour moi, c'était une première. Je ne suis pas familière du monde de la justice. Et j'étais très impressionnée en fait en rentrant dans ce tribunal, je pense, pour une des premières fois de ma vie, d'assister au début de la procédure. Et donc j'avais un peu cette émotion-là d'être prise dans ce côté judiciaire qui est assez impressionnant. Avec beaucoup de personnes présentes, beaucoup de parties présentes. civiles. Oui. Voilà, beaucoup de parties civiles, l'énoncé des faits qui était très marquant pour moi. Et le fait de voir un chien de ce moment vraiment suspendu, et ça apporte ce sentiment d'humanité. En fait, c'est normal. En fait, on est dans un cadre normal, on est dans un endroit normal, on vit quelque chose qui doit être vécu et qui est grave, mais c'est atténué en fait. Et ce que j'ai pu voir aussi, c'est au moment des pauses, toutes les personnes qui s'approchaient du chien qui était là, mais toutes les personnes, vraiment sincèrement, s'arrêtaient près du chien, souriaient, et éventuellement le caresser ou venir discuter avec nous qui étions à côté. Donc ça crée vraiment un relationnel qui est très important, je pense en tout cas dans des moments d'enjeu, des moments de tension, ou des moments où il peut y avoir des émotions très intenses qui se jouent dans ce processus judiciaire. Vous parliez du procès, donc le Squarnec à Vannes entre février et mai, où il y avait également une équipe de professionnels de l'association Victimes Locales. Je me posais justement la question de ce binôme entre référent professionnel, en fait, aide aux victimes, et du chien d'assistance judiciaire. Alors, ma remarque s'adresse plutôt à Stéphanie Dubois et Camille Cagnot. Comment mieux valoriser ce lien ? Parce que, notamment vous, Stéphanie Dubois, vous êtes juriste, directrice, mais également référente. Vous n'êtes pas éducatrice canine. Donc, comment aussi faire cette différenciation, faire comprendre aux partenaires que le chien est un collègue à part entière, mais qui fait également un travail de qualité auprès des professionnels qui font également un travail de qualité à destination des personnes victimes.
Alors nous déjà, c'est vrai qu'au procès de Vannes, on avait pris le parti de mettre plutôt la photo de Teams sur notre chasuble, alors que les professionnels de l'association d'aide aux victimes locale avaient plutôt leur fonction Oui. sur une petite poche sur le chasuble. Donc on a déjà voulu se différencier par rapport à ça. Ensuite, Teams effectivement devient un collègue à part entière et est pleinement intégré dans les équipes. Il permet à la fois d'être soutenant et apaisant pour les équipes, mais également d'être très fédérateur. Les 3 salariés qui ont suivi la formation de référent secondaire ont vraiment une expérience commune par rapport à la prise en main du chien d'assistance judiciaire, et ça crée un collectif aussi différent. Camille Cagnot, est-ce que ce lien aussi, pardon, entre référent et chien doit être fort dans la convention de 2023? Alors, je vais revenir sur un peu un historique, je vais faire une parenthèse. Suite au déploiement de quelques chiens d'assistance judiciaire à partir de 2019, au niveau national, le ministère de la Justice a mis en place un comité de pilotage avec une convention en 2023 qui permet d'uniformiser un peu les pratiques en fait sur tout le territoire français, aux côtés de la Fédération France Victimes, d'Andy Chien et de la SPA, avec pour objectif à cette époque-là du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti d'avoir au moins un chien d'assistance par juridiction. Donc là, on en est à un peu plus de 35 et des fois sur des juridictions similaires, mais voilà, on assiste à un étalement, un déploiement du dispositif. Et dans le cadre de cette convention, on imaginait à l'époque plutôt 1 ou 2 personnes référentes du chien. Comment est-ce que cette appréhension du travail du chien et de ses modalités d'intervention évolue? Et je fais plutôt référence, oui, à ce référent du chien qui peut être référent principal ou référent de travail, et en même temps de marquer une distinction entre les temps de repos du chien, les temps de travail. Comment est-ce que cela se passe au quotidien et comment cela peut potentiellement évoluer aussi pour un mieux-être du chien et des référents et des bénéficiaires? Je pense tout d'abord que ça va beaucoup dépendre de la personnalité du chien en lui-même. On va pas fonctionner forcément de la même manière avec 2 chiens. Même si on peut essayer, chaque chien va avoir sa personnalité et aussi le lien qu'il va créer avec son référent. En ce qui va concerner donc le rôle du référent principal, à mes yeux, c'est un rôle qui est essentiel. Donc il y a beaucoup d'études qui se sont intéressées à justement cet attachement entre référent et chien d'assistance. Et il y a beaucoup d'études qui ont montré que lorsqu'un chien est dans une situation, par exemple, où il ne sait pas trop quoi faire, ou une situation qui peut être, entre guillemets, inquiétante pour lui, il va généralement se référer à son référent principal. Donc la présence d'un référent principal paraît essentielle. Après, on peut avoir des cas, donc effectivement, où on va avoir plusieurs référents, notamment par exemple chez les chiens de France Victimes, qui peuvent avoir plusieurs missions et donc devoir aller sur plusieurs endroits en fonction des jours, etc. Là, je pense que en fait, ça va tout simplement dépendre des professionnels déjà qui sont intéressés pour travailler avec le chien, et puis aussi du chien en lui-même qui va être peut-être plus proche de certaines personnes. Je pense que le plus important, c'est de ne pas imposer au chien de travailler avec telle ou telle personne, mais généralement, avec les retours d'expérience que j'ai eus, les liens se font plutôt naturellement et les chiens sont assez flexibles sur la question. En tout cas, s'ils sont habitués à ça dès leur arrivée dans les services. Par exemple, moi, si je prends l'exemple de Ravel, qui est donc un des 2 chiens que je suis pendant ma thèse, lui, il fait tous les jours des auditions de mineurs et il travaille à l'UAPED du Centre hospitalier Mémorial France-États-Unis de Saint-Lô. Et donc lui, c'est vrai qu'il a ses missions. Et donc typiquement, quand il est parti au procès Le Squarneck, sur les premiers jours, on a rapidement observé qu'il lui a fallu du temps pour s'adapter à cette nouvelle situation. Donc ça montre aussi que les chiens doivent être préparés au plus tôt à une diversité de missions qu'ils vont pouvoir effectuer avec différentes personnes. Et c'est peut-être, entre guillemets, plus compliqué si le chien a déjà plusieurs années d'expérience sur une seule thématique qui peut prendre beaucoup de temps pour lui. Et puis d'un coup, on va lui demander une nouvelle mission. Il faut beaucoup de patience. Et c'est là aussi où le rôle du lien qu'il a créé avec sa référente a été très important. Parce que du coup, elle l'aidait, elle le guidait dans la salle, etc. Et il la suivait. Et donc, en fait, la présence de sa référente l'a beaucoup rassuré sur ça. Donc voilà, ça va vraiment dépendre des chiens. Et puis par rapport
au temps de travail, au temps de repos, etc. Donc Andy Chien a pris le parti de mettre en place des caps de travail qui sont normalement donc un peu le signal de travail du chien. Et lorsque le chien n'a pas sa cape, c'est qu'il n'est pas en travail. Après, en fonction des structures, ça peut être plus ou moins compliqué de laisser la cape au chien toute la journée. Mais généralement, cette cape a l'air de fonctionner. Et donc, il faut effectivement toujours penser à permettre au chien à avoir des temps de repos, des temps de détente, tout seul. Par exemple, on a parlé des pauses durant le procès de Van. Ça a aussi été très important pour les chiens de faire des pauses tout seuls pour aller faire leurs besoins, pour jouer entre eux, pour se rencontrer, etc. Et donc, de vraiment penser aussi au chien en tant que collègue et donc en tant qu'être à part entière qui a ses propres besoins en dehors des parties civiles et de son travail. Oui, et puis on reviendra dans la seconde partie tout à l'heure là-dessus, justement sur la protection, enfin une hypervigilance aussi vis-à-vis du bien-être du chien. Peut-être pour mettre un peu plus de contexte et rebondir aussi sur vos propos, Camille, Stéphanie Dubois, est-ce que vous pourriez nous dire dans quel lieu de permanence intervient Teams pour aussi se rendre compte la pluralité en fait de ces interventions? Oui, peut-être préciser déjà que Teams, il a 3 référents principaux et 3 référents secondaires et il a une multitude de lieux de travail. Il travaille prioritairement au tribunal judiciaire dans les procès criminels et à l'UAPED de l'hôpital de Chartres. Mais il est aussi amené à travailler avec notre psychologue dans des groupes de parole pour les victimes d'infractions à caractère sexuel, à aller directement dans les commissariats ou les brigades de gendarmerie pour soutenir les personnes qui sont amenées à être auditionnées ou lors d'un dépôt de plainte, voire même une confrontation. C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable aussi. Et il peut aussi travailler au point justice de Chartres dans le cadre notamment de notifications de classement sans suite qu'on serait amené à faire auprès d'une personne. Et dans le cadre, je trouve ça très intéressant, et notamment dans le cadre d'interventions collectives, comment se passe un accompagnement, enfin, dans le cadre d'un groupe de parole, comment se passe l'accompagnement avec le chien d'assistance judiciaire? Est-ce qu'il est là à faire le tour, ou est-ce qu'il est vraiment inscrit aussi dans les thématiques de la journée dans le cadre de ce groupe de parole? Comment ça se passe? Alors la différence notable, c'est qu'on ne va pas faire de mise en relation de temps privilégié comme on peut le faire en accompagnement individuel. Là, le chien va être présent pour le collectif et c'est spontanément qu'il va se rapprocher de l'une ou l'autre des personnes en fonction des émotions qui vont émerger. Et dans le cadre d'une mise en relation, donc vous parlez de mise en relation à l'instant, c'est plutôt dans le cadre d'accompagnement individuel, vous faites rencontrer le chien avec la personne bénéficiaire, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'avant que l'audition ne démarre ou que le procès ne démarre, on organise un temps de rencontre privilégié entre le chien et la victime, ce qui va permettre au chien d'identifier cette personne comme bénéficiaire du moment, puisque les chiens d'assistance judiciaire sont amenés à changer très régulièrement de personnes qu'ils accompagnent, et nous permet aussi de voir si la victime a une appréhension particulière ou pas à être avec le chien en contact très rapproché pendant un certain nombre de temps. Oui. Donc ça s'organise avec des petits jeux, des mises en contact d'abord sans contact direct avec le chien, et puis au fur et à mesure que la mise en relation se déroule, on crée une proximité de plus en plus étroite avec des commandes que j'évoquais tout à l'heure, très spécifiques qui permettent au chien de créer un contact tout en douceur avec la victime. Et Anne-Sophie Thomas, est-ce que vous voyez vraiment des particularités liées à ces projets de chiens d'assistance judiciaire qui se différencient au-delà du public bénéficiaire qui est différent? Est-ce que vous voyez quand même des particularités au-delà des expériences de terrain qui ressortent avec d'autres types de projets, d'autres types de chiens d'assistance que vous accompagnez? Alors effectivement, comme le mentionnait Stéphanie, le chien d'assistance judiciaire a pour particularité d'avoir une multitude de personnes qui l'assistent. Donc ça, c'est une différence qui est très notable par rapport aux autres projets de chiens d'assistance que nous connaissons, où en général, le chien est dédié à une personne. Là, le point de commun, en tout cas, c'est l'autonomie.
et la liberté d'action par rapport à d'autres chiens d'assistance. En fait, ce sont des chiens qui sont capables de prendre des décisions par rapport à une situation donnée, par rapport au contexte dans lequel se trouve le chien, et qui est un point commun avec les autres chiens d'assistance, qui évaluent les contextes et qui agissent en fonction de leurs bénéficiaires et en fonction du contexte qui se présente. Merci Anne-Sophie. On va clôturer cette première partie avec des témoignages de personnes qui ont bénéficié de l'accompagnement de Teams et qui sont rapportés par Stéphanie Dubois. Oui, effectivement, au-delà des sourires et des merci qui sont très marquants, j'ai plusieurs victimes qui ont pu me dire, par exemple, s'il n'avait pas été là, ça n'aurait pas été pareil, ou alors je n'envisage pas d'aller au procès s'il n'est pas là. Encore une autre qui a pu dire je ne sais pas si j'aurais eu autant de force et si je me serais sentie autant en sécurité s'il n'avait pas été là. Et un dernier témoignage aussi, parce qu'on a déjà évoqué le procès Le Squarneck, donc qui a duré sur plusieurs mois. Une dame que Teams a accompagnée sur une journée d'audition est revenue le lendemain. Et moi, de lui dire pourquoi vous vous reposez pas, ça a été lourd hier, il y aura d'autres occasions que vous puissiez revenir. Et sa réponse a été je lui ai pas dit au revoir, il fallait que je revienne pour lui dire au revoir. Ça m'a travaillé toute la nuit et ça, je pense qu'il n'y a pas plus joli témoignage que de comprendre l'impact du chien sur l'accompagnement des victimes. Merci Stéphanie pour ces témoignages. Donc on a vu en première partie les grands contours de ce dispositif. Je vous propose maintenant d'ouvrir la réflexion sur les difficultés rencontrées, observées dans le cadre de l'accueil et de l'accompagnement d'un chien d'assistance judiciaire, les enjeux éthiques que cela pose, car on travaille avec un être vivant, et la pérennité du projet, toujours aux côtés d'Anne-Sophie de la Fondation Royal Canin, Camille de l'Université de Caen et Stéphanie de France Victime 28. Avant de débuter les débats, nous allons écouter à nouveau la procureure de Nîmes qui revient sur un moment particulièrement marquant vécu par Rancho et sur les manières de veiller au bon équilibre du cage. Ce sont ces moments où le chien se met à pleurer en même temps que la victime. Alors c'est rarissime, c'est arrivé une fois pendant une audience où il a fallu arrêter l'audience, que le maître du chien demande une suspension parce que le chien était devenu une éponge optimale et qu'il lui fallait aussi, à lui, sa suspension d'audience. Donc il y a parfois une empathie extrême qui se joue, qui est très surprenante. Il faut l'avoir vécu d'assez près pour se dire que c'est une réalité et pas juste une belle histoire. Moi, Rancho, c'est comme un avocat, c'est un acteur de la justice. Je me bats quand même beaucoup pour éviter que ce chien, qui est une vraie mascotte, soit utilisé à tort et à travers. Alors, je ne sais pas si c'est à travers, à tort, oui, dans tous les sens en tout cas. Moi, j'ai souvent des sollicitations pour que Rancho aille à droite, Rancho aille à gauche, parce qu'on va promouvoir le dispositif du chien ou parce qu'on va s'adresser à des enfants, parce que... Enfin non, moi, n'oublions pas que c'est un outil de travail et que ce chien, il a une vie, il doit avoir un équilibre et qu'à un moment donné, il ne faudrait pas qu'il perde en compétences parce qu'on en a fait un phénomène d'attractivité. Je suis très vigilante à essayer de le protéger aussi, sans parler de ses maîtres qui parfois courent un peu partout. Stéphanie Dubois, pour rebondir sur les propos de la procureure, en tant que référente de Teams, comment veille-t-on au bien-être d'un chien d'assistance judiciaire ? Alors déjà, on se rappelle que c'est un chien avant d'être un chien d'assistance judiciaire. Donc, on va faire attention à ses soins, à son hygiène, à le brosser de manière très régulière, à assurer son suivi vétérinaire. Les temps de câlin aussi, de détente, de repos sont extrêmement importants pour le bien-être de l'animal. Par exemple, sur une semaine de procès devant la cour criminelle, on va de manière inconditionnelle le mettre à minima 2 demi-journées en repos, donc sans activité, qui reste tranquillement chez lui avec des temps de détente proposés par ses référents principaux. Ensuite, je rebondis sur ce que disait Camille par rapport à la cape de travail. On se rend compte que ces chiens sont quand même conditionnés à porter la cape de travail. Et dès qu'on le met en pause sur une audience ou une audition, on va lui retirer sa cape pour qu'il identifie aussi que voilà, là c'est le moment où il peut reprendre le jeu, où il peut reprendre un comportement de chien plus naturel. On est aussi formé à identifier les signes d'apaisement. Donc c'est des signes physiques que vont émettre les chiens pour signifier qu'ils sont mal à l'aise, qu'ils sont en stress, que la situation ne leur convient pas.
Et le fait d'être sensibilisé à ces signes, à connaître aussi au fur et à mesure des mois notre chien, permet d'identifier s'il y a des temps nécessaires à sa mise en repos ou, comme le disait très justement la procureure, de pouvoir demander une suspension d'audience parce que le chien n'est pas à l'aise. Chaque suspension d'audience, nous, on va lui proposer son doudou et puis un jouet qui vont permettre de maintenir une interaction avec l'enfant victime, mais également de détendre le chien, puisque en tant que référent, on est garant du bon fonctionnement de la mission, de la sécurité du chien et de la victime. Camille Cagnot, la procureure de Nîmes évoquait le fait que le chien est un acteur de la justice, est aussi un outil de travail. Est-ce que ce sont des termes qui vous font réagir ? Oui, tout à fait. Donc, moi, dans mon approche sur la thèse, etc., et d'un point de vue scientifique, pour moi, le chien, il est plus considéré comme un collègue de travail, comme vraiment un collègue, comme vous et moi, par exemple, qui va venir travailler au contact des référents pour supporter les bénéficiaires, etc. Donc, le chien d'assistance judiciaire est apporté effectivement comme un outil de travail, mais qui, comme l'a très bien dit la procureure, doit avoir ses temps de travail, ses temps de repos, une compréhension de ses émotions qui lui sont propres, sans porter atteinte aux émotions du ou de la bénéficiaire. Mais il est très important, comme aussi l'a répété Stéphanie, de prendre en compte les comportements du chien, ses temps de pause, ses besoins, etc., pour maintenir un bien-être optimal chez l'animal et pour ne pas venir impacter ou alors apporter une sorte de situation de mal-être que pourrait mal vivre le chien et qui pourrait à la suite développer des comportements de type anxieux qui pourraient être dans certains cas irréversibles. Et ça a déjà été vu par exemple sur d'autres types de chiens d'assistance, des chiens qui ont développé des troubles anxieux et qui ont dû arrêter de travailler. Donc c'est pour ça que c'est très important de les considérer comme des collègues à part entière qui ont également le droit à des arrêts maladie. Donc, par exemple, il y a plusieurs vétérinaires à l'étranger, notamment, qui travaillent sur cette question d'arrêt maladie chez les chiens d'assistance. Donc, c'est une question qui est très intéressante. Qu'est-ce qu'on fait si le matin, le chien, on ne le sent pas très bien, mais qu'il est prévu une audition à 10 heures ? Est-ce que le référent peut se permettre de dire bah non, mon chien est malade, donc il n'ira pas travailler, sans risquer de pénaliser la victime ou de se mettre en porte-à-faux avec le procureur, par exemple. Voilà, tout ça, ce sont des questions qu'il faut se poser, qu'il faut traiter et qu'il faut essayer d'analyser avec le plus de professionnels différents. Oui, et sachant qu'il n'y a pas un référentiel unique, et donc chaque structure qui accueille un chien doit s'adapter en fonction de son tempérament, son parcours, et du coup aussi les particularités en local. Oui, chaque chien est vraiment différent. On n'a pas deux chiens qui vont se ressembler. Donc, par exemple, sur ma thèse, on a Ravel et Tonka. Ravel est totalement différent de Tonka par rapport à l'approche du travail, etc. Chaque chien est différent, chaque bénéficiaire est aussi différent, chaque situation va être différente, chaque référent est différent. Donc, c'est aussi un peu le point d'attention quand on travaille sur le dispositif du chien d'assistance judiciaire, c'est d'essayer de prendre tout le monde en compte et de faire en sorte que tout aille bien pour le maximum de parties, sans oublier le chien qui est par exemple souvent le grand oublié des études scientifiques sur le sujet. Généralement, on va s'intéresser aux bénéficiaires, on va s'intéresser à la procédure, etc. Mais à l'heure d'aujourd'hui, personne ne s'est intéressé au bien-être de ces chiens. Oui, et je rebondis sur vos propos justement pour intégrer ce prisme, cette triptyque, au-delà donc de la vigilance, la protection autour du bien-être du chien. On pense également à celui des personnes victimes qui sont accompagnées et aussi des professionnels de l'aide aux victimes qui sont aux côtés du chien et qui accompagnent aussi le chien pour soutenir ces personnes. Camille Cagnot, quels indicateurs ou études permettent aujourd'hui d'évaluer les effets de ces projets pour toutes les parties prenantes et des études que ce soit en France ou à l'international? Donc la majorité des études sur le dispositif des chiens d'assistance judiciaire ont été développées aux États-Unis et surtout au Canada. Généralement, les études, en tout cas la majorité, va partir sur des données qu'on va citer de qualitatives, donc par exemple sur des questionnaires
destinés aux professionnels de la justice ou aux victimes elles-mêmes, ou en tout cas aux bénéficiaires du chien, pour leur demander comment est-ce qu'elles ont perçu la présence du chien. Est-ce qu'elles ont trouvé que ça apportait, par exemple, une atmosphère moins stressante, etc. Donc, mais on va rester sur quelque chose et sur des données plutôt subjectives. Et donc, finalement, d'un point de vue scientifique, les données subjectives sont très compliquées à analyser et à globaliser sur plusieurs situations. Et donc, concernant des données plus quantitatives et on va dire plus objectives, là, on a surtout des études au Canada qui ont par exemple étudié l'effet des chiens sur tout ce qui va concerner la libération de la parole et la méthode de travail des enquêteurs. Donc, ces études sont surtout basées sur des auditions de mineurs. Mais là, pareil, on n'avait pas le point de vue du chien. Donc, en fait, sur beaucoup d'études, on a plusieurs éléments, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe du côté du chien. Et par exemple, les études ont beaucoup de mal à prouver objectivement et quantitativement l'impact bénéfique des chiens d'un point de vue libération de la parole, etc. Même si d'un point de vue physiologique, donc par exemple fréquence cardiaque, les hormones de stress, etc., il était prouvé que la présence de chiens pendant des auditions de mineurs permettait de faire baisser ces indicateurs de stress chez les bénéficiaires. Mais d'un point de vue de libération de la parole, pour le moment, on n'a rien trouvé d'un point de vue scientifique en tout cas. Même si les anecdotes et les personnes sur le terrain tendent à rapporter un impact bénéfique du chien. Et en fait, moi, je me pose la question de est-ce que l'absence de résultats ne peut pas être expliquée par le fait qu'on n'ait pas conscience et connaissance de ce qui se passe du côté du chien. Et est-ce que justement, en étudiant cette triangulation, donc l'enquêteur, le mineur et le chien, on n'aurait pas alors assez d'informations pour permettre d'aller sur cette question de la libération de la parole, par exemple en fonction des comportements du chien, en fonction du mineur, en fonction des interactions entre le mineur et le chien, et en fonction des interactions entre le chien et l'enquêteur, etc. Et en parallèle d'indicateurs et d'études qui permettent de valoriser ces projets, de les légitimer aussi d'une certaine manière, Anne-Sophie Thomas, que faudrait-il pour renforcer la pérennité du dispositif du chien d'assistance judiciaire et d'assurer sa reconnaissance sur le long terme? Alors tout à fait, comme vous le disiez Camille, le premier enjeu c'est la reconnaissance du dispositif pour nous comme étant vertueux. Et vous l'avez cité au début de ces échanges, il y a une convention nationale qui a été signée en février 2023 entre le ministère de la Justice, l'association Andy Chien, la Société protectrice des animaux et la Fédération France Victimes. Pour nous, c'est essentiel. Cette convention, elle prévoit de généraliser donc la présence de cages en juridiction à l'ensemble des cours et tribunaux du territoire, reconnaissant que la présence rassurante des cages permet de libérer la parole, de diminuer l'anxiété, notamment chez les jeunes enfants. Donc ça, c'est vraiment le ministère de la Justice qui l'explique, qui le dit. Et pour nous, cette reconnaissance, elle est absolument essentielle sur l'efficacité des cages auprès des personnes dans ce processus judiciaire. Donc le soutien du ministère prend en charge la formation des chiens, la formation du référent, de 2 référents. Mais il y a un enjeu financier qui arrive à ce moment-là pour permettre ensuite que le chien accomplisse ses missions. Il faut des financements pour les frais de santé des chiens, pour leur alimentation, et puis aussi pour les frais des référents qui, avant l'arrivée du chien, avaient par ailleurs d'autres missions. Voilà, nous, pour ça, il est tout à fait primordial de s'assurer de la santé des chiens, donc que ces frais soient vraiment pris en compte dès le début du projet pour s'assurer qu'à aucun moment il y ait des choix qui soient faits au détriment de la santé des chiens. Et depuis 3 ans que nous accompagnons donc le déploiement des cages, nous constatons que bien souvent, sans l'apport financier que nous proposons d'apporter, la structure ne pourrait pas envisager d'accueillir un cage du fait qu'il manque, qu'il y a ce gap, cet écart de financement qui n'est pas disponible pour les structures. Donc l'engagement du ministère sur la formation des chiens, encore une fois, c'est extraordinaire. C'est vraiment à la fois en termes de reconnaissance du dispositif et d'engagement de la justice pour proposer des chiens en tribunaux, c'est vraiment essentiel. Mais nous constatons aujourd'hui que ce n'est pas suffisant et qu'il y a la nécessité d'un financement complémentaire, en tout cas, au moins pour prendre en charge les frais nécessaires en termes de santé pour l'animal et en termes d'accompagnement pour le référent,
pour que ce dispositif puisse continuer dans la durée à apporter tous les bienfaits qu'on voit aujourd'hui. Stéphanie Dubois, comment, comment vous envisagez au sein de l'association le financement du coup de Teams à l'année sur son quotidien, donc hors frais de formation? Quelles sont les ressources en fait dont vous disposez? Nous, ça a été assez décisif dans le fait qu'on puisse se lancer dans l'accueil d'un chien d'assistance judiciaire, de savoir qu'on pourrait avoir le soutien de la Fondation Royal Canin. Après, sur les autres modalités de financement, on a convenu avec le procureur de la République que la contribution citoyenne serait affectée au financement du chien d'assistance judiciaire. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce qu'est la contribution citoyenne pour nos auditeuristes? Oui, c'est une somme d'argent à laquelle un auteur d'infraction va être condamné à payer. Donc en fait, au lieu que ce soit une amende versée à l'État, c'est une somme d'argent dédiée à une association d'aide aux victimes. Donc on reçoit l'auteur de l'infraction pour lui expliquer ce qu'on fait dans l'association pour l'accompagnement des victimes. On lui explique que ça va essentiellement être centré sur le projet du chien d'assistance judiciaire. Et là, c'est vraiment à la discrétion du parquet de décider si un auteur va être condamné à nous verser une contribution citoyenne. Oui, et qui est une ressource importante du coup pour les réinjecter dans des activités ou dispositifs directement à l'attention des personnes victimes qui viendraient vers vous. C'est ça exactement. Pour rebondir sur les propos d'Anne-Sophie, notamment en lien avec les difficultés financières auxquelles on peut faire face en tant qu'association d'aide aux victimes, et plus particulièrement quand on souhaite mettre en place des projets d'accompagnement spécifiques, est-ce que vous avez d'autres types de principales en fait, difficultés que vous avez observées ou rencontrées dans le déploiement du dispositif, et quelles solutions ou pistes de solutions envisagées pour les résoudre? Stéphanie Dubois. Peut-être commencer par rappeler que le chien d'assistance judiciaire va être le seul chien d'assistance à être amené à travailler sans ses référents du fait du contexte judiciaire. Donc même si ce sont des chiens qui sont formés pendant 2 ans par l'association Handi Chien, il est extrêmement important d'accompagner le chien dans le déroulé de sa mission. C'est comme quelqu'un qui termine ses études à la fac, qui va avoir un métier. Il faut apprendre aussi un petit peu le métier sur le tas, malgré toutes les connaissances théoriques qu'on peut avoir par ailleurs. 2 difficultés principales ensuite que nous on a rencontrées, c'est sur un premier accompagnement à la barre lors d'un témoignage devant une cour criminelle où Teams accompagnait la victime physiquement jusqu'à la barre, et puis la victime a lâché la laisse et le chien m'a regardé spontanément, il est revenu vers moi et donc il n'est pas resté auprès de la victime. Donc là, c'est là où on a vraiment compris qu'il fallait accompagner le chien dans sa mission. Donc là maintenant on lui installe son tapis à côté de la barre, comme ça il sait que c'est l'emplacement sur lequel il doit rester, et on garde le contact visuel tout du long. Autre point de difficulté, c'est quand j'évoquais le fait qu'il travaille sans ses référents, c'est sur une mission à l'UAPED, donc où il y a un entretien d'un gendarme avec un enfant dans une salle dédiée. Nous on n'y a pas du tout accès. Et là, Teams a eu quand même du mal à comprendre ce qu'on attendait de lui, et a quand même, il a pigné plusieurs fois auprès de la victime, auprès du gendarme. Il était plutôt agité, très mobile. Donc là, il faut aussi faire comprendre au chien qu'on ne l'abandonne pas, qu'on va revenir, et le guider aussi dans la réassurance. Donc on a fait, c'était un vrai travail collectif avec l'équipe de l'UAPED et puis les gendarmes. On a pu avoir accès aux locaux pour faire des simulations d'entretien avec des enfants qui n'étaient pas victimes, mais pour remettre Teams en condition et nous pouvoir observer son comportement. Et en fait, à partir du moment où on lui a laissé un vêtement avec notre odeur, ça l'a complètement rassuré sur le fait qu'on ne l'abandonnait pas, qu'on venait le rechercher. Et à partir de là, il n'a plus du tout cherché à sortir de la pièce ou à être trop mobile. Toute une logistique, une adaptation et souplesse sont les maîtres mots d'un tel projet. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Pour nos auditeuristes, si vous deviez résumer en une phrase la valeur ajoutée du chien d'assistant judiciaire, que diriez-vous? Camille Cagneau. Donc un chien d'assistant judiciaire, en termes de valeur ajoutée,
Je dirais dans un premier temps que ça apporte une sorte de source vivante dans un milieu judiciaire qui est souvent un peu morose et dont les affaires sont pas forcément très drôles. Et voilà, donc le travail des professionnels de la justice n'est pas forcément évident tous les jours. Il y a énormément de pression extérieure, etc. Donc je dirais que, en tout cas sur retour d'expérience, la présence du chien va vraiment aussi aider les professionnels de la justice à apporter un peu de vie dans leur travail de tous les jours, etc. Et puis après, pour les bénéficiaires, donc je pense que je laisserai surtout Stéphanie Dubois développer le sujet. Mais d'un point de vue des référents eux-mêmes et des professionnels et du milieu de la justice, le chien d'assistant judiciaire pousse également ce milieu à s'ouvrir en termes d'ouverture d'esprit, etc. et à accepter une petite boule de poil qui peut être plutôt imprévisible parfois. Donc ça permet aussi d'humaniser vraiment ce milieu. Stéphanie Dubois, en une phrase. Oui, moi je dirais que c'est un nouveau mode d'accompagnement des victimes à part entière via une approche innovante et singulière qui engendre, c'est vrai, il ne faut pas se le cacher, une vraie charge de travail supplémentaire. Mais Teams procure des émotions positives dans des moments clés de la procédure qui sont encore méconnus dans notre métier, tant pour les victimes que pour nous professionnels. Et une dernière anecdote, mais c'est vrai que quand en pleine audience devant la cour criminelle, il plonge son regard dans celui de la victime, pendant de longues secondes, et elle prend une bouffée d'affection et qui lui redonne le sourire, et ça c'est extrêmement positif. Anne-Sophie Thomas. Eh bien voilà, moi ce que je dirais, c'est de permettre aux personnes de faire quelque chose qu'elles n'auraient pas pu faire sans la présence du chien, c'est-à-dire exprimer leur vécu, apporter leur témoignage, alors qu'elles sont parfois dans une grande souffrance, dans des émotions qui peuvent être très lourdes. Et sachez que c'est une fierté pour la Fondation et pour les collaborateurs de Royal Canin de voir à quel point le rôle de ces cages est essentiel. Voilà, de permettre aux personnes de se dépasser et que seule la présence du chien en fait, leur permet de franchir ce pas. Et en même temps, on le savait déjà à la Fondation, parce qu'on le voit dans beaucoup d'autres projets, que le chien a un apport incroyable, mais en même temps, on est bluffé à chaque fois. À chaque fois, on s'émerveille de cet apport extraordinaire. Et dans ce cas précis, c'est vraiment formidable de constater l'expression d'émotion et ce dépassement de soi, et comment ces chiens, véritables éponges à émotion, permettent de libérer la parole. Et en restant bien dans leurs pattes aussi. Voilà, ça c'est essentiel pour nous. Et juste, je voudrais en profiter vraiment pour remercier l'ensemble des personnes qui permettent que ce soit possible. Je pense évidemment aux personnes de France Victime, voilà, la Fédération France Victime qui a accompli un travail extraordinaire. Les équipes au quotidien aussi, dans chacune de ces équipes qui accueillent un chien d'assistance. Remercier aussi les personnels de justice, parce que finalement, ils ont ouvert les tribunaux à la présence de chiens. C'est aussi quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis, bien sûr, finir en saluant le travail formidable que fait Andy Chien dans la formation des chiens. Eh bien, un grand merci à vous trois. Je vous remercie vraiment chaleureusement pour vos propos, vos interventions et votre émotion également. Camille Cagnot, Stéphanie Dubois et Anne-Sophie Thomas, et également Madame la procureure de la République, Cécile Jansat, qui était présente avec nous à distance. Je remercie également les équipes de Royal Canin et de la Royal Canin Foundation qui nous ont accompagnés à la réalisation de ce podcast, et notamment en réalisant l'interview avec la procureure de Nîmes. Merci au service communication de France Victime, les super collègues de l'ombre, Noémie Bertome Biancodolino, productrice de ce podcast, et Sarah Benayoun à la communication. Je remercie la Maison de la vie associative et citoyenne de Paris 11 pour le prêt des locaux d'enregistrement, et merci à vous, auditeuristes, pour votre écoute, et à la prochaine pour une autre histoire pas comme les autres.